Bienvenue au balado des étudiants en ergothérapie de l'Université de Montréal, le balado Jason Ergo. On vous présente notre 3e saison où nous allons discuter avec des ergothérapeutes, cliniciens et chercheurs pour découvrir de nouvelles manières dont l'ergothérapie peut changer la vie des gens. Bonne écoute! Bienvenue tout le monde au nouvel épisode de la 3e saison du podcast Jason Ergo. Aujourd'hui, pour un épisode sur le rôle de l'ergothérapeute au sein de la clinique Parents Plus, nous accueillons aujourd'hui Julie Mailloux. Julie est ergothérapeute et elle travaille actuellement à la clinique Parents Plus, comme on a dit. C'est un service de soutien aux parents en situation de handicap. Avant de se joindre à la clinique Parents Plus, elle a aussi acquis pas mal d'expérience auprès de la clientèle adulte, que ce soit les blessés médulaires, aussi les personnes avec une maladie neuroévolutive, fait que tout en santé physique. Julie, on est très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous donner un petit peu plus de détails sur ton parcours puis ce qui t'a marqué dans ta carrière d'ergothérapeute? Bien sûr. Bon, ben, merci de m'accueillir, Marie et Justine. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, oui, moi, j'ai commencé un peu tard l'ergothérapie. J'avais une autre carrière avant et j'ai décidé de faire le plongeon là, au début de la trentaine. Alors, je suis retournée aux études. J'ai fait mes études en ergo à l'UDM. Puis après, je suis entrée sur le marché du travail en ergothérapie, plus précisément au Centre de réadaptation Lucie Bruno. J'ai fait plusieurs programmes, alors programme de réadaptation au travail, programme des maladies neuroévolutives, programme des blessés médulaires. C'est là où je suis restée le plus longtemps. Là, je suis restée là une douzaine d'années, avant de changer pour la clinique Parents Plus. Alors, oui, maintenant, je suis là depuis 2021, donc ça fait 4 ans. Et j'aime vraiment beaucoup ça. Alors, j'ai toujours travaillé à l'adulte en santé physique. Je vois que c'est vraiment une belle réussite pour vous de maintenant travailler à la clinique Parents Plus, mais est-ce qu'on peut savoir un peu plus qu'est-ce que c'est réellement la clinique Parents Plus? C'est quoi la mission? Puis un peu d'où c'est parti tout ça? Ah oui. C'est une longue histoire, la clinique Parents Plus. À l'époque, ça fait 25 ans, en fait, environ, là, peut-être plus ou moins un âge. Alors, c'est une ergothérapeute qui a eu cette idée. À cette époque-là, à Lucie Bruno, il y avait ce qu'on appelait les projets spéciaux. Alors, on avait la direction, en fait, aux 2 ans, si je me rappelle bien, donnait la chance aux cliniciens de présenter des projets et des projets cliniques. Et si ces projets-là, il y avait un financement, on avait 2 ans là, pour mettre tout ça en place puis l'essayer. Les projets qui étaient choisis avaient ce temps et ce budget. Et il y a une ergothérapeute, Suzanne Vincelli, qui a eu cette idée de soutenir les parents qui avaient des enfants, les parents en situation de handicap qui avaient des enfants. Alors, ça a commencé très petit, là. Elle, son projet, pardon. Elle avait peut-être, je sais pas, 2 clients par année, là. Hein? Elle avait un poste, puis en marge de ça, quand elle avait la chance, elle en faisait. Et au fil des années, ça s'est avéré qu'elle a fait la démonstration que c'était un vrai besoin. Et ça a grandi. Maintenant, 25 ans plus tard, on a à peu près 140 dossiers ouverts par année. Puis, on est 4 ergothérapeutes à temps plein, plus une coordonnatrice clinique, puis une travailleuse sociale. On a des projets pour d'autres choses, mais pour l'instant, c'est ce qu'on a. Donc, oui, on dessert toute la province de Québec. Il n'y a aucune autre clinique qui fait ça. En fait, il n'y en a même pas d'autres au Canada, mais on se limite au Québec. On a assez dans nos souliers. Génial, c'est vraiment le fun de voir un exemple d'une pratique innovante qui a pu être pérenne aussi puis qui a pu être maintenue. Absolument, absolument. Fait que c'est un long processus aussi parce qu'après ça, il faut passer de 2 clients par année, mais il faut en avoir plus, il faut se faire connaître, etc. Alors, c'est un travail qui est constant parce qu'on se rend compte
qu'il y a encore bien des endroits qui ne nous connaissent pas. Donc, il y a des parents qui n'ont pas les services qu'ils pourraient avoir. Mais on est très actifs là-dessus aussi. Fait que le besoin de la clinique d'un soutien pour les parents en situation de handicap a été démontré pour que ça grossisse comme ça. As-tu des exemples de réussite avec des parents, des patients qui ont pu s'épanouir ou vivre des réussites grâce, en fait, aux interventions à la clinique Parents Plus, puis qui t'ont marqué, en fait, dans ta carrière? Bien, j'ai envie, avant d'aller là-dedans, de mieux vous expliquer ça ressemble à quoi un suivi à la clinique Parents Plus. Bon, nous, on voit les parents idéalement avant la naissance de l'enfant, OK? Mais ça peut arriver qu'ils soient référés alors que l'enfant soit déjà né. Prenons le cas où un enfant, un parent plutôt, est référé à la naissance de l'enfant. Alors, on va évaluer les besoins de ce parent-là avant la naissance et mettre tout en place pour la naissance de l'enfant. Alors, mettre tout en place, ça veut dire peut-être explorer des nouvelles stratégies pour être capable de donner les soins à l'enfant, avoir peut-être des équipements spécialisés ou peut-être des choses du commerce aussi qui peuvent être utilisées différemment ou peu importe, pour donner de l'autonomie aux parents dans les soins à l'enfant, mais toujours, évidemment, en ayant en tête la sécurité de l'enfant. Là, une fois que tout a été mis en place, quand bébé arrive, on va faire une visite, on va s'assurer que tout ce qu'on avait imaginé se passe vraiment comme on escomptait. Et par la suite, on va faire des suivis ponctuels aux étapes charnières du développement de l'enfant. Alors, à 3 mois, quand bébé va avoir un contrôle de tête, vers 6 mois, quand il va commencer à se tenir assis, vers 1 an, quand il commence à trottiner, et après ça, ça va à 2 ans, où on va fermer le dossier. Nous, on les voit sur la période 0-2 ans de l'enfant. N'importe quand, à travers cette période de temps, on est disponible s'il y a des changements dans la condition du parent, dans l'environnement, dans les habitudes de vie, peu importe, ou simplement des nouveaux défis qui se présentent qui n'avaient pas été vraiment planifiés. Hein? Donc, ils peuvent nous appeler, nous écrire, peu importe, et on va travailler sur le problème qui se présente. Alors, mais si le parent ne se manifeste pas, il va avoir au moins ces suivis-là dont je viens de vous parler. Si le bébé arrive, le parent arrive et que le bébé est déjà là, on va le prendre où ils sont rendus, puis on va évaluer c'est quoi les besoins selon les capacités de l'enfant et les capacités du parent, où est-ce qu'on en est. Puis on va faire le même processus, c'est juste qu'il va se prendre plus tard. Oui, donc ça ressemble un peu à ça. Plus tard, je pourrais peut-être, si ça vous intéresse aussi, vous parler de d'autres rôles qu'on a, mais je vais enchaîner un peu plus là, sur la question que vous m'aviez posée. Bien, c'est dur de... Je veux pas trop aller dans les cas spécifiques parce que, bon, c'est une question de confidentialité. Je ne veux pas non plus que je sais pas moi, un de mes clients entende votre podcast puis ils se reconnaissent. Puis, mais ce qui est marquant pour nous, ce qui est vraiment satisfaisant, c'est juste de voir un parent qui gagne l'autonomie avec son enfant. Quand on le rencontre, par exemple, il n'est pas capable de se déplacer dans son appartement ou sa maison avec son enfant de façon sécuritaire. Puis après nos interventions, il est autonome. Alors, ça, c'est magique pour nous, hein, parce qu'on vient aussi... c'est tellement un rôle important dans la vie d'une personne. On vient vraiment soutenir ce rôle. On vient aussi aider au lien parent-enfant, parce qu'un enfant a besoin aussi de se rendre compte que son parent est en mesure de prendre soin de lui. Alors, on vient favoriser ça. Alors, c'est très, très satisfaisant. Je dirais une chose qui est vraiment... très gratifiante, ou qui l'a été pour moi avec certains patients ou clients. On dit plus clients en centre de réadaptation. Alors, c'est arrivé que j'ai eu des clients
que j'ai vus aux blessés médulaires, OK, à une autre étape de leur vie, après un accident. Et puis, on a fait la réadaptation, sont retournés à la maison, et là, un certain nombre d'années plus tard, ils nous sont référés à la clinique Parents Plus. Ah, wow! Et je les vois, parce qu'on voit toujours un peu si on a été vus en réadap dans notre CIUS, on le sait, on voit qui était l'intervenant. Alors, bien, automatiquement, la coordonnatrice, elle va regarder si moi j'ai des disponibilités. Si j'ai des disponibilités, c'est sûr, je vais les prendre. Alors, c'est magnifique parce que là, c'est vraiment une évolution sur le long terme. Et tu vois quelqu'un, après un changement drastique dans sa vie, une catastrophe, et tu le vois peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans plus tard. Et là, ils fondent une famille. C'est génial. C'est vraiment merveilleux. Ah, wow, vraiment. Je peux juste à y penser, comme genre, ça me donne des frissons, comme de voir ça. Wow. Oui. Fait que ça, c'est le fun. Ou aussi, des parents qui vont revenir pour un deuxième ou un troisième enfant. Hein? Alors, c'est le fun aussi de voir ça, que ça a tellement bien marché au premier qu'ils en veulent d'autres. Puis, juste pour les personnes peut-être qui ont moins de background, une blessure médulaire, ça implique quoi? Brièvement. Oui, c'est une blessure à la moelle épinière. Alors, partielle ou complète, peu importe. Et puis, là, le niveau, hein, on va de sacral à cervical, là, on peut avoir de tout. Et, selon le niveau, les incapacités et capacités là, vont différer. Mais c'est ça, c'est la moelle épinière qui est blessée. Oui, donc vous avez dit au début que ça peut arriver comme quoi que quand l'enfant est déjeuné, peut venir à la clinique, mais vous avez dit aussi avant la naissance. Donc, c'est jusqu'à combien de temps avant, normalement, que vous voyez les patients avant la naissance du patient quand il arrive? Typiquement, on va les voir peut-être là, quand ils sont référés bien à l'avance, là, on va les voir peut-être à 6 mois et demi, 7 mois de grossesse. Là. 7 mois, c'est à peu près ça, je pense. Selon les disponibilités, mais ça nous laisse assez de temps pour faire notre évaluation. Ensuite, faire des demandes de financement parce que les équipements, on a développé des équipements spécialisés que vous pouvez voir sur Internet, puis que je pense... D'ailleurs, vous allez donner à vos auditeurs les liens là, où ils pourront aller voir. Alors, ces équipements-là sont subventionnés par le programme AVQ-AVD. Mm-hmm. C'est un programme qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est gouvernemental, qui vient financer des aides techniques, des équipements pour les personnes en situation de handicap, pour les AVQ et ou les AVD. Alors, ça, c'est subventionné, là, financé par ça, mais il faut faire nos demandes. Alors, on fait les demandes, après ça, on a les autorisations, après ça, il faut livrer les équipements. Alors, il y a quand même un certain délai. Oui. Alors, Puis vous dites que vous avez développé ces aides techniques-là. Ça veut-tu dire que la clinique était vraiment impliquée pour créer des aides techniques qui n'existaient pas avant? Définitivement. Ouais. Avez-vous participé à ce processus-là? Oui, moi, comme je suis plus nouvellement, j'ai envie de dire 4 ans, c'est dans l'histoire de nos équipements, c'est pas très grand comme laps de temps. Mais oui, on a fait des mises à jour de certains équipements. J'ai participé à ça avec mes collègues. En fait, c'est vrai aussi, on a un équipement qui est en développement actuellement aussi auquel je participe. Et de toute façon, ça, c'est des équipements qui vont être un petit peu plus, comment je dirais, j'ai envie de dire des équipements plus officiels, qui vont apparaître peut-être dans notre répertoire, là, qui va être possible là, de regarder là, sur Internet. Mais quand on a nos clients, on fait souvent des choses sur mesure pour eux. Mm-hmm. Hein? Des fois, ça se peut que ce soit nos équipements qu'on adapte encore un petit peu, ou des choses du marché qu'on vient adapter, ou des choses qu'on invente carrément. On a la chance d'avoir un atelier à Lucie Bruno avec un technicien qui peut travailler différents matériaux et qui est habitué de faire des aides techniques aussi.
Et alors, on va le voir. Puis là, on dit, écoute, là, j'ai besoin de tel truc. Là, j'ai une maman ou un papa qui n'est pas capable de pousser sa poussette, est debout, mais par exemple, elle n'a pas l'usage de ses mains, c'est-à-dire soit qu'elle n'a pas de bras, elle a peut-être pas de bras. Ça peut être ça. Ça peut être qu'elle a trop de douleur pour tenir le guidon du pouce-pouce, ou etc. Alors là, je voudrais qu'on puisse faire ça avec la taille. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire une espèce de je sais pas, de ceinture qui guiderait le... Fait que là, on cogite. Hein? On cogite, on fait des essais, on fait venir les clients si c'est possible, etc. Fait que là, on peut développer des choses aussi sur mesure. Wow! Pour de vrai, c'est vraiment super impressionnant. c'est vraiment le fun. Quand on parle de l'ergo, on souligne souvent la créativité. Oui. C'était revenu dans notre premier épisode à ce sujet-là. Puis je trouve que c'est comme un bel exemple de créativité. Puis c'est même manuel. Là. Ouais. On est dans le crafting, mais avec un but vraiment thérapeutique, vraiment de réadaptation. Là. Ouais. Est-ce que les autres... ça, c'est à Lucie Bruno. Est-ce que les autres, je ne sais pas comment on les appelle, cliniques qui répondent à d'autres besoins en réadaptation, d'autres clientèles, ont aussi le même atelier? Okay. Ils ont accès au même personnel, en fait, au même atelier que nous. Okay. Voyez pas juste pour Lucie Bruno. Pour Parents Plus. Puis, en tant que tel, votre rôle en tant qu'ergothérapeute, donc, ça serait quoi un peu la prise en charge en ergothérapie au sein de la clinique? On va faire, c'est ça, notre évaluation, on va évaluer les capacités du parent. Toujours, c'est vraiment juste les soins à l'enfant, là. Nous, on ne regarde pas si la personne est capable de s'habiller, aller prendre sa douche. Ça, c'est vraiment des choses qui sont réglées ailleurs. Nous, c'est strictement l'enfant, les soins à donner à l'enfant. Alors, on va tout regarder en lien avec ça. On va aussi, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté cognitif, hein, qui vient teinter les capacités à prendre soin de l'enfant. Alors, dans les cas où on a des suspicions que le parent a des problèmes cognitifs qui pourraient compromettre la sécurité de l'enfant, on va les évaluer. Puis maintenant, on les évalue avec le profil des AVQ adapté au rôle parental, qui a été développé, entre autres, par Carolina Bodari de l'université et Evelina Pitouche aussi. Et en collaboration avec la clinique, d'ailleurs. Et on va utiliser cette évaluation-là pour évaluer les difficultés cognitives des parents. Alors ça, c'est un autre aspect. On peut avoir des fois des demandes où c'est strictement ça, par exemple. Hein. On pourrait avoir une demande de la DPJ qui nous demande de venir évaluer ça. Ça pourrait être, c'est possible. Mais ça se peut que ce soit moi dans mon suivi. C'est pas documenté que le parent a des problèmes particuliers, mais je me rends compte que il y a des trucs qui semblent pas bien aller, puis j'attribue ça à des problèmes potentiels, cognitifs potentiels. Alors, je vais faire cette évaluation-là. On fait aussi des évaluations pour les dispositifs de retenue pour les aides à la mobilité motorisée. Alors, les fauteuils roulants motorisés et les quadriporteurs, triporteurs, parce qu'on a le droit, il y a une réglementation qui permet aux parents de déplacer leur enfant d'âge préscolaire sur ces appareils-là, mais il faut des dispositifs de retenue pour les enfants. Alors, nous, on les évalue, puis on fait les recommandations en lien avec ça. Un dispositif de retenue, c'est quoi? Comme un siège qui est rajouté ou une ceinture? C'est des ceintures, des coussins, c'est des équipements que nous, on a développés pour ça. On a un coussin biseau avec ceinture intégrée double ou juste des ceintures doubles. Alors, c'est une ceinture qui va à la taille du parent et de là,
une ceinture qui va autour de l'enfant. On a le siège kangourou qu'on appelle, qui est un petit siège qu'on a développé, en fait, à partir de quelque chose du marché, mais qu'on a bonifié, puis c'est devenu un dispositif de retenue. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est pas mal ce qu'on utilise la plupart du temps pour les AMM. Alors, on peut faire des évaluations de ça aussi. On développe des aides techniques, pas mal, j'ai envie de dire, presque au quotidien. On fait de l'enseignement, on fait de la supervision de stage, on fait des balados avec les étudiants de l'université. On a des collaborations parfois avec, dans des cours, certains de vos cours. Cette année, en février, j'ai présenté dans le cadre d'un cours sur les modèles aux premières années pour le cours du PPH, en collaboration avec Laurence Roy, qui est professeure à l'université, qui donne ce cours-là. On fait de la collaboration avec la recherche encore. Carolina Bottari, Evelina Pitouche. C'est toutes des choses qu'on fait. Puis vous avez mentionné tantôt qu'il y avait une travailleuse sociale qui travaillait aussi au sein de la clinique. Donc, c'est quoi un peu le travail interdisciplinaire que vous faites ensemble avec les patients? C'est une bonne question. Ça, en fait, notre collègue travailleuse sociale, ça faisait longtemps qu'on la désirait. Et finalement, on a eu les autorisations et budgets pour pouvoir avoir une travailleuse sociale. Et elle va aborder, en fait, tout l'aspect là, d'adaptation au rôle parental dans un contexte de situation de handicap. Et nous, on va faire des évaluations conjointes parce que, on est, en tant qu'ergo, on questionne aussi sur le côté social un peu. Évidemment, on ne va pas aussi loin qu'une travailleuse sociale, mais souvent pour éviter qu'il y ait des dédoublements, là, pour pas qu'elle questionne les mêmes choses que moi, puis que la cliente ou le client soit obligé de tout répéter. On va faire des interventions, des évaluations ensemble, pardon. On va faire certaines interventions ensemble aussi, parce que parfois c'est très... voyons, je perds mes mots. J'avais envie de dire payant, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est efficace de faire nos interventions ensemble de temps à autre pour que le client aussi se rende compte qu'on est une équipe, qu'il y a une cohésion. Puis que souvent, ça peut aider si on a des clients qui vont avoir une tendance au clivage, par exemple, de faire des interventions ensemble. Puis, c'est qu'on a aussi il y a une complémentarité. Avant que l'ATS elle soit en place, nous, on va beaucoup dans le milieu communautaire pour aller chercher des ressources. Et on n'avait pas de travailleuse sociale qui pouvait faire ça. Alors nous, ça nous a amené aussi une grande charge de plus au niveau du travail. Puis on pataugeait aussi dans un domaine qui n'est pas tant le nôtre. On ne pouvait pas aller autant à fond qu'une travailleuse sociale, évidemment. Et là, notre collègue, elle nous épaule vraiment. Alors souvent, nous, on peut arriver en disant moi, j'ai évalué ça, puis je pense que cette personne-là, on aurait besoin de trouver une ressource pour la supporter dans la communauté, au niveau, je sais pas, du répit, par exemple. Ou des accompagnements pour les visites chez le pédiatre ou je ne sais pas quoi. Penses-tu que dans sa région, tu pourrais nous trouver quelque chose? Fait qu'elle va fouiller là-dedans, puis elle va explorer ça avec les clients. Elle va aussi, évidemment, elle fait sa propre évaluation et tout, puis elle va faire des choses qui sont totalement
disons, distinctes de ce que nous, on fait, évidemment. Mais on a vraiment des moments, si je peux dire, là, où on va se compléter, on va se supporter l'un l'autre. Et aussi, c'est souvent très, très bien d'avoir une collègue dans un dossier, de ne pas tout porter sur nous. Parce que, évidemment, ce que je vous dis là, c'est super, c'est rose, là, mais il y a des dossiers moins roses. Alors, des fois, c'est très, très, très aidant d'avoir une collègue avec qui on peut discuter et ventiler, essayer de prendre du recul, puis etc., puis trouver là, les... À ce sujet-là, est-ce que des fois, il y a des décisions cliniques qui peuvent être difficiles puis qui peuvent avoir un gros impact, par exemple, sur le parent puis sur la famille? Absolument, absolument. Dans les pires des cas, si on voit que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, ça se peut qu'on soit obligé de signaler à la DPJ. Ça, je dirais, là, c'est le plus loin, là. Quand ça va pas bien dans les dossiers, là, ça peut arriver, oui. Ouais. Et ça, c'est évidemment des décisions qui sont extrêmement difficiles, qu'on ne peut pas prendre à la légère non plus. Puis, parce que nous, on est là pour soutenir le parent dans son autonomie, mais on peut pas fermer les yeux sur la sécurité de l'enfant ou sa sécurité ou des problèmes qui pourraient faire en sorte que le développement de l'enfant est compromis. Puis, il faut aussi penser, bien que ce soit difficile de prendre cette décision-là, la DPJ, les gens ont peur de la DPJ. Mais un signalement à la DPJ ne veut pas dire un retrait de l'enfant de sa famille. Souvent, la DPJ va être un collaborateur pour nous parce qu'ils ont le pouvoir de forcer certains services, de faire débloquer certains services pour les parents qui ont besoin de ce support-là. Ils vont eux-mêmes être en mesure aussi de donner certains services qu'on n'aurait pas sinon. Alors, avant de se rendre à un retrait, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes et il y a une collaboration. Mais c'est sûr que pour les parents, c'est difficile. Et c'est pour ça, même si nous, parfois, on peut se dire « Ah, ça va être aidant pour le parent, ça va être aidant pour nous si la DPJ est là », c'est quand même pour le parent toujours très difficile à avaler. C'est compréhensible, c'est confrontant, c'est confrontant, ça fait peur, c'est normal. Alors, mais ça, c'est évidemment des dossiers plus difficiles. J'aimerais poser une question avant d'aller plus loin parce que je réalise que, en fait, j'ai une très vague idée des difficultés physiques, là, fonctionnelles que les clients peuvent avoir. On a parlé de blessures médulaires, vous avez abordé un peu des douleurs ou amputations qui peuvent être le genre de problème que certains clients peuvent avoir. Fait que c'est quoi les problèmes de santé physique ou même cognitif, tu sais, ce qui peut affecter le cognitif, que les clients vont avoir, que vous voyez fréquemment? Puis c'est quoi aussi, c'est les impacts, les défis qu'ils ont dans leur rôle de parent, principalement? Bon, on est un programme multiclientèle. Ce qui veut dire, contrairement, par exemple, au programme des blessés médulaires, où on ne voit que des blessures médulaires, chez Parents Plus, on voit tout diagnostic confondu. La seule exigence pour être reçu, avoir des services du programme, c'est d'avoir un diagnostic de déficience physique. Alors, ça n'a pas d'importance, c'est quoi? Ça peut être de la douleur chronique, ça peut être de la sclérose en plaques, ça pourrait être la sclérose latérale amyotrophique. Ça pourrait être des amputations, ça pourrait être des blessures médulaires, ça peut être des problèmes arthritiques, ça peut être... il y en a tellement. Je ne peux pas toutes les nommer, mais il y en a vraiment, vraiment de toutes les sortes. Donc, il peut y avoir, j'ai envie de dire, j'ai envie de mettre ça dans deux catégories. Il y a les diagnostics qui sont stables,
Puis il y a les diagnostics qui sont plus évolutifs. Alors ça va amener aussi des interventions différentes, ou du moins le dossier, le cours du dossier va être différent dans un cas ou dans l'autre. Évidemment, le diagnostic qui est stable, ce qu'on met en place, ça devrait rester. Si on va vers un diagnostic évolutif, ce qu'on met en place là, dépendamment du diagnostic, s'il évolue vite ou pas vite, ou si c'est un diagnostic où on va avoir, disons, des poussées ou des crises, on ne peut pas toujours savoir c'est quand ça va arriver. On a des dystrophies aussi, des ataxies, ça, c'est des inconnus dans le dossier. On ne sait pas comment ça va aller, mais on va s'ajuster au fur et à mesure. Quand je disais qu'on est toujours là entre les suivis ponctuels, ça, c'est une des raisons qui peut faire qu'on nous interpelle, dire « Ah, là, mes capacités ont changé. » Alors, parfois, ça peut même être des conditionnements aussi qui font que les capacités changent. C'est pas toujours juste le diagnostic. Oui, donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire au niveau fonctionnel? Bon, ça peut vouloir dire que le parent ne peut pas marcher avec son enfant. Alors, donc, il ne peut pas le prendre le déplacer de la chambre à coucher au salon à la cuisine parce qu'il n'est pas capable de porter une charge. Ça peut être ça. Ça peut être parce que son patron de marche est beaucoup trop instable. Ce serait dangereux pour l'enfant. C'est-à-dire, patron de marche, son équilibre, qui est trop instable. Ça peut être que le parent n'est pas capable de se pencher pour aller chercher un enfant dans le fond d'un lit de bébé. Ça pourrait être que le parent ne peut pas se mettre au sol pour aller jouer avec bébé. Parce que c'est important, les périodes de stimulation au sol pour les enfants, puis le temps où ils découvrent leur environnement, ils commencent à marcher à quatre pattes, etc. Alors, si le parent ne peut pas aller au sol, c'est problématique. Si le parent n'est pas capable de faire un transfert de l'enfant sécuritaire vers la chaise haute, par exemple, ou vers la table allongée. Alors, c'est tout ce genre-là de choses-là qui vont venir influencer les interventions, puis les soins. Mais c'est vrai, comme même après plusieurs années en ergo, qu'on apprend à décortiquer, analyser les activités comme... Puis j'ai une petite sœur, par exemple, donc j'ai participé des fois à certaines activités parentales, mais c'est vrai, comme juste de penser pour transporter bébé, passer juste être assis au sol, c'est vrai que c'est vraiment important à tout venir décortiquer pour voir la sécurité aussi de l'enfant, autant les deux, autant le parent que l'enfant aussi. Tout à fait. Puis, ça peut être l'allaitement aussi, hein? L'allaitement, le positionnement pour l'allaitement, qui peut être difficile parce que, il manque un bras ou parce qu'il y a des douleurs trop intenses. Ça peut être ça aussi. Les sorties extérieures sont un soin, ça tombe dans les soins. Les sorties extérieures sont un soin qui est toujours très difficile parce que souvent, ça implique de franchir des escaliers, très souvent. Préparer l'enfant, faire le transfert à la poussette, etc., là. Alors, puis il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles architecturaux à l'extérieur sont quand même très présents. Oui. Alors... Puis vous, on a parlé des défis de la clientèle, mais vous, en tant qu'ergothérapeute, est-ce que vous en vivez aussi des obstacles quand que vous travaillez au sein de la clinique? Oui. Évidemment, il y en a. On a beaucoup je dirais, il y a des difficultés à obtenir des services pour nos clients.
Alors, quand je dis on va dans le communautaire, souvent, ben, on va essayer d'aller chercher là, des services pour aider nos parents. On va aussi dans le réseau. Parfois, c'est difficile d'avoir des services. Des fois, ça peut être difficile d'avoir certains financements pour nos parents qui auraient des difficultés financières aussi. Ensuite de ça, mon Dieu, il y en a plein, puis là, ça ne me vient pas. Ce qui peut être difficile aussi, c'est intervenir avec 2 clients à la fois. Parce que notre client, c'est le parent. Mais on a toujours en tête un deuxième petit client qui est le bébé. Alors ça peut être difficile parce qu'on ne peut pas pousser notre parent si loin qui pourrait avoir un danger pour l'enfant. Mm-hmm. Alors, on a toujours ça à considérer. Et ça, c'est quand même un défi important. C'est une considération là, qui est toujours dans notre tête. Puis, ça teinte beaucoup les interventions au quotidien. Il y a aussi l'intervention dans les dossiers litigieux. Alors, DPJ. Alors, ça, c'est toujours un défi pour nous parce que ça va nous demander beaucoup plus. Souvent, ça peut venir nous chercher un peu plus au niveau personnel, émotionnel. Il faut apprendre aussi à se protéger de ça. C'est un bon défi, ça aussi. Ensuite, j'en avais d'autres, puis là, ça me vient plus. On parlait du beau, là, c'est dur de faire c'est ça, exactement. Si ça revient, on aura toujours l'occasion d'en reparler. Mais moi, je pense aussi, vous parliez, il y a l'enfant, il y a le client, puis le deuxième parent, est-ce que, dans quelle mesure il peut être impliqué, ou est-ce que aussi, parfois, il doit y avoir des familles monoparentales ou des séparations? Il peut y avoir, j'imagine, beaucoup d'enjeux à la fois. Ben, c'est sociaux, là. Ça peut ressembler à quoi? Ben, il y a tout ça, effectivement, il y a vraiment tout ça. Bon, on a... Dans notre évaluation, on vient toujours aussi considérer la part du conjoint. On va toujours aller aussi vers le souhait du client, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui dise « Moi, je veux être autonome dans tout. Mon conjoint, il est là, ou ma conjointe, elle est là, mais je veux être capable quand même de tout faire moi-même. » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ben, sais-tu, le bain, là, c'est pas si grave si moi je le donne pas. Ça peut être l'autre parent qui le donne. » On va pas aller... Alors, on va considérer aussi ce qui va être fait, ce que le parent désire qu'une autre personne fasse. Je dis une autre personne parce que des fois, ça peut être une autre personne significative. Hein. De plus en plus, on parle de coparents. Hein, pour un peu englober, là, être un petit peu plus inclusif, si je dirais, parce que, bon, parfois, justement, ça peut être une famille monoparentale, un parent sans conjoint ou séparé, avec un nouveau conjoint, ou le papa ou la maman monoparentale, ben, il y a la présence d'un de ses parents qui est vraiment très aidant au quotidien, ou une autre personne, peu importe. Alors, souvent, on va dire coparents. Hein, puis il y en a qui n'en ont pas de coparents aussi. Fait tout ça, c'est vraiment... ça pèse dans la balance, effectivement. Puis ça va faire en sorte, parfois aussi, que, justement, on va être obligé d'aller plus, comment je dirais, ou le danger d'être obligé d'aller vers la DPJ, par exemple, ou d'aller vers d'autres ressources. Je dis, c'est dramatique un peu, là, quand je dis ça, là, on va être obligé d'aller... D'ailleurs, on va pas à la DPJ signaler un enfant à la DPJ à cause d'une déficience physique. S'il n'y a pas d'autres problèmes psychosociaux, qu'il y a purement la déficience physique, on ne va jamais aller à la DPJ. Parce que tout ça, ça se compense facilement.
facilement, plus ou moins facilement. On peut aller... Parce qu'on a des parents, parfois, qui ont des incapacités qu'on peut pas... compenser avec des équipements ou des stratégies. On doit aller vers de l'aide humaine. Et un parent qui comprend tout ça, qui n'a pas de problèmes psychosociaux particuliers, puis qui comprend la situation, qui a les ressources, soit un autre parent, soit une personne significative, soit le CLSC, un organisme communautaire, peu importe, là, ça n'a aucune importance, mais qui peut aller chercher l'aide humaine pour compenser ce que lui ne peut pas faire, ben il n'y a pas de problème pour l'enfant. Alors, c'est jamais que le physique qui va faire qu'on va être obligé d'aller signaler un dossier. Alors, donc, oui, la personne significative, le coparent, va être aussi un filet de sécurité. Hein? Si on ne l'a pas, quand je disais, bien, on va peut-être se ramasser, dans certains cas, un peu plus... On va être plus alarmé, j'ai envie de dire. Si on a une personne avec une déficience physique, des problèmes psychosociaux et pas de coparents, là, c'est difficile. Là, c'est difficile. C'est dans ce sens-là que je voulais dire ça. Alors, oui. Mais cette compensation au niveau humaine, comme je dis, c'est important. On a certains dossiers maintenant où il y a beaucoup d'aide extérieure qui n'est pas de la famille. Alors, CLSC ou avec le chèque emploi-service, on a maintenant sur l'île de Montréal, il y a une entente avec les CLSC pour l'aide à la parentalité, ça s'appelle. Et ça fonctionne avec le chèque emploi-service. C'est évalué par nous aussi, là, et les CLSC, combien d'heures il va être nécessaire pour aider ce parent-là. Et on a des parents qui ont beaucoup d'heures, là. Puis c'est pas problématique. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent à considérer dans les dossiers. C'est un peu la beauté de notre travail en ergo. Là. Je pense à probablement avec la diversité des diagnostics, mais aussi des situations de l'environnement social. Puis ça doit faire en sorte que chaque dossier a vraiment quand même une teinte différente, puis qu'on s'ennuie pas comme ergo à Clinique Parents Plus. Parce que tu peux avoir 2 dossiers un en arrière de l'autre qui ont le même diagnostic, mais ce ne sera pas du tout le même dossier. On a une question qu'on n'a jamais posée avant au podcast, mais qu'on voulait vous poser. Ce serait quoi ton ou tes rêves pour les personnes en situation de handicap au Québec, pour les parents en situation de handicap au Québec, en fait? Moi, je rêverais que les parents n'aient plus à se battre pour avoir ce à quoi ils ont droit, pour avoir le soutien nécessaire pour s'épanouir dans leur rôle parental. Puis que ce soit quelque chose qui soit juste normal pour toute la société et que ce soit quelque chose d'accessible. C'est ce que je souhaiterais pour mes parents. Ça prendrait-tu plus de cliniques Parents Plus? Aussi, peut-être. Mais je pense que ça prend des décisions politiques. Ça prend une volonté politique, déjà. Et c'est des choix sociaux qu'on fait. Alors, c'est sûr que nous, à la clinique, on est un agent de changement dans cette direction-là, c'est sûr. Mais on a besoin quand même qu'il y ait de la volonté politique, puis qu'il y ait des choix sociaux qui soient faits. Alors, on ne peut pas y arriver tout seul, malheureusement. Ouais. Puis nous, les ergothérapeutes, dans d'autres milieux, mais ça nous arrive de voir des parents qui sont en situation de handicap.
Donc, c'est quoi que vous voudriez leur dire aux ergothérapeutes ou les autres professionnels de la santé qui côtoient cette clientèle-là vous voulez leur transmettre comme message pour mieux supporter les parents en situation de handicap? Ben, je dirais, dans un premier temps, ce serait de ne pas hésiter à aborder cette habitude de vie. Parce que je sais, même dans les autres programmes où j'ai travaillé, c'est pas quelque chose qu'on abordait beaucoup, en tout cas vraiment pas en profondeur. Puis, ben, c'est correct dans une certaine mesure parce qu'on n'est pas toujours à l'aise d'aller aussi loin, mais de l'aborder. Et si nous, on n'a pas les ressources nécessaires, de ne pas hésiter à nous contacter et à référer les gens à notre clinique. Ça va nous faire plaisir. Puis, il y a certaines choses aussi qui peuvent être faites par les ergos de d'autres programmes, là. C'est pas... premièrement, on peut voir des parents qui ont des enfants plus vieux, puis où les besoins sont différents, puis peut-être un petit peu plus faciles, je dirais, à combler. On a aussi, en amont, avant que les gens décident de fonder une famille, de faire connaître aussi, d'aborder le sujet, le rôle parental, en leur expliquant que c'est quelque chose de possible et qu'il y a des ressources pour ça. Alors, pour les soutenir là-dedans, dans ce projet-là. Alors, ça aussi, c'est important. Mais c'est souvent quelque chose qui n'est pas abordé. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents, ben pas des parents, mais d'adultes en situation de handicap qui choisissent de ne pas avoir d'enfants en raison de la croyance, l'impression qu'ils ne vont pas être capables, que c'est pas possible pour eux d'avoir un enfant en raison de leur handicap? J'ai aucun chiffre là-dessus, mais je suis persuadée que oui. Je suis persuadée que oui. On a même à la clinique de temps à autre, c'est pas courant, là, mais de temps à autre, on en a qui nous appellent pour une évaluation prénatale. Ben, pas prénatale, en fait. Je devrais dire préconception. Ouais. Parce qu'ils veulent savoir, en fait, qu'est-ce qui sera possible pour eux. Et après ça, de prendre une décision éclairée. Puis vous offrez ce service-là? Oui, on le fait quand on nous le demande. C'est pas, comme je dis, c'est pas quelque chose de très courant, mais c'est arrivé. Ça arrive de temps à autre. Alors, oui, moi, je suis sûre qu'il y en a des gens qui ne savent pas qu'il y a du soutien et qui décident, font le choix de ne pas avoir d'enfant. Je suis persuadée de ça. Fait que les ergos, si on ne travaille pas à Parents Plus, on peut voir des adultes en situation de handicap qui sont aussi parents. Moi, dans mon cas, je vois beaucoup de personnes âgées. Il y a de nombreux ergos qui vont voir, par exemple, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui peuvent, puis j'en ai vu, là, qui peuvent... suite à un problème de santé physique, un déconditionnement, un AVC, avoir l'impression de perdre leur rôle de grands-parents, de ne plus pouvoir jouer avec leur petit enfant. Est-ce que c'est une clientèle que vous voyez aussi, ou est-ce que c'est une clientèle pour laquelle vous avez aussi des ressources ou... Je pense aux ergos qui sont concernés par ça. Est-ce qu'il y a des outils aussi qui existent? C'est une super bonne question. J'ai omis de le dire tout à l'heure, mais oui, on a la clientèle des grands-parents aussi. On en a moins, beaucoup moins, mais on en a. La seule différence avec les grands-parents, je dirais, c'est plus administratif au niveau du financement. Le gouvernement, le programme AVQ-AVD ne finance pas pour les grands-parents. Mais le service, de toute façon, le service est gratuit, hein, c'est public. Donc, ils peuvent venir à la clinique, peuvent être évalués, avoir des recommandations. Et par la suite, les équipements qu'on recommandera, s'il y a des équipements recommandés, bien là, c'est le grand-parent qui devra se les procurer. Okay. Si c'est de nos équipements, bien, ils vont les payer. On va les fournir, mais ils vont les payer eux-mêmes. Si c'est du marché régulier, bien, de toute façon, en général, ça, c'est pas financé. Alors, ouais. Mais on a aussi cette clientèle.
Alors, les ergots qui travaillent avec des grands-parents, et ils pourraient aussi nous, effectivement... Parce que c'est souvent un rôle très important aussi, signifiant là, pour les Bien personnes sûr. âgées qui sont grands-parents. Oui, oui, oui. Alors, ouais, j'en ai dans ma charge de dossier des grands-parents. J'ai une question qui vient comme du cœur, disons, peut-être pas, en tout cas, qui me chicote, c'est est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que des parents ou des grands-parents qui ont un handicap physique, qui sont par exemple en fauteuil roulant motorisé, qui ont très peu de mobilité, qui diraient que c'est impossible, c'est plus possible de prendre soin de son enfant ou de prendre soin d'un enfant. Est-ce que, en général, vous pensez que c'est toujours possible, qu'il y a toujours quelque chose à faire qui peut être mis en place? Oui, mais je pense qu'il faut élargir notre conception et définition du rôle parental, comme on a l'habitude de le voir. C'est-à-dire que on peut être un père ou une mère sans être celui qui va donner le soin directement à l'enfant. Si on est capable de concevoir ça, oui, c'est toujours possible. Si on n'est pas capable de concevoir, accepter ça, là, ça peut être plus difficile. Hein? Alors, on en a des parents qui vont avoir de l'aide. Et quand on demande de l'aide humaine pour le parent, on ne demande pas une personne qui va faire les choses à la place, qui va prendre les décisions. Hein? Alors, le rôle parental, par exemple, un aidant qui viendrait pour donner le bain à un enfant parce que le parent n'est pas capable de donner le bain. Alors, ce qu'on va dire, c'est il faut que le parent soit là lors du soin. C'est le parent qui va dire, OK, maintenant, tu vas commencer par lui laver la tête. Aujourd'hui, on lave la tête, on lave les cheveux. Tu vas commencer par ça. Tu vas le faire de cette façon-là. Tu vas utiliser tel shampoing, tu vas utiliser tel savon. Puis qui va gérer si l'enfant collabore plus ou moins, qui va dire à l'aidant « Ah non, ça, c'est pas acceptable, on va arrêter là, on reprendra plus tard, on va adopter telle stratégie, Hein? Alors, c'est le parent qui joue le rôle parental, même si c'est pas lui qui donne le soin physiquement. Alors, l'aidant, c'est les bras du parent. Mais c'est le parent qui prend toutes les décisions. Alors, si on est capable de concevoir le rôle du parent comme ça, si le parent est capable de concevoir son rôle comme ça, alors oui, tout à fait, c'est possible. Mais c'est sûr que quand spontanément, les gens, si on leur demande, pour eux, c'est de donner le soin à l'enfant, de décider et de donner. Mais c'est au-delà de ça. On peut, la partie physique, elle est pas accessoire. Elle a aussi là, toute son importance. Mais c'est pas ça qui définit le rôle du parent. Et l'enfant le sait. Si, dans une situation où le soin va vraiment être donné de cette façon-là, s'il y a un problème, si l'enfant a une question, un désir que quelque chose se fasse autrement, par exemple, il ne va pas le demander à l'aidant, il va le demander à son papa ou à sa maman. Et c'est là qu'on voit que l'autorité parentale, c'est le parent, même si ce n'est pas lui qui lave les cheveux. Hein? Alors, Je trouve ça intéressant comme réponse parce que moi, personnellement, encore en tant qu'étudiante, là, notre profession va nous amener à élargir notre définition des rôles, puis à élargir comment les occupations sont possibles, puis à faire voir à nos clients des nouvelles possibilités de surmonter les handicaps, les limitations. Mais, tu sais, en 3 ans d'études, là, cette créativité-là, ou la conception que j'ai, puis je pense que plusieurs étudiants ont des rôles parentaux et autres, et
est encore très, très limité par ce dont on est habitué au quotidien. Fait que Ben oui. je vous remercie. C'est une réponse, je pense, que je vais porter encore. Là. Oh oui, mais ça fait vraiment un peu comme l'expression « think outside of the box ». Là. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment ça aussi que ça vient démontrer. Oui. Mais la clinique Parents Plus, comme vous avez dit tantôt, c'est un service qui sert tout le Québec, puis peut-être même la seule clinique à travers le Canada, si j'avais... Il n'y en a pas ailleurs. Oui. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités pour que ça grandisse encore plus, selon vous? Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à des futurs ergothérapeutes, des étudiants qui, peut-être, ce podcast-là est venu chercher une fibre d'intérêt ou il y en a qui veulent continuer à travailler dans une pratique innovante? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour s'impliquer au sein de la clinique Parents Plus? C'est une grosse question. Ouais. Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Bien, en fait, c'est parce que le développement de la clinique, il dépend pas de la volonté ou des ressources disponibles actuellement, les ressources humaines disponibles. Alors, le développement de la clinique Parents Plus est actuellement plus freiné par un contexte politique et financier. Donc, le message ne s'adresse pas aux futurs professionnels de la santé, mais à ceux qui sont plus hauts. Voilà. On a fait un projet pilote il y a quelques années pour démontrer les besoins pour des enfants, des parents d'enfants entre 2 et 6 ans. Ouais. Parce que là, on ne le couvre pas. Ou très exceptionnellement, on peut le faire si on a une demande ponctuelle, quelqu'un qui aurait un enfant, je ne sais pas moi, de 3 ans et demi, puis il a un problème bien particulier, puis il vient... Alors, on peut ouvrir, régler ce problème-là, puis fermer. Ça peut arriver qu'on le fasse, mais de façon générale, entre 2 et 6 ans, c'est pas une clientèle qu'on voit. Mais on a fait la démonstration, on a eu un projet pilote. Pendant, je pense que c'était 1 an, on a pris certains dossiers qu'on a suivis avec des enfants de cet âge-là. Puis, on a démontré certains besoins, mais on n'a pas les ressources financières. Alors, on ne peut pas le faire pour le moment. Ça viendra. Un jour viendra. Bon. Et donc, on a aussi des idées pour d'autres professionnels dans notre clinique. Mais ça aussi, il faut attendre que les contextes changent. Disons ça comme ça. Ouais, fait que je sais pas trop ce que je dirais aux étudiants en lien avec la clinique. Peut-être une question très précise. Oui. J'imagine qu'il ne faut pas besoin d'avoir été parent pour pouvoir aider les parents en situation de handicap. Pas du tout. Pas du tout. Là, actuellement, nos ergos, on est 4 ergos. On est toutes mamans. Mais on en avait, il n'y a pas si longtemps, qui n'étaient pas des mamans, qui étaient d'excellentes ergothérapeutes à la clinique. Alors, non, c'est pas un prérequis. Ça fait le tour de nos questions. À part si t'en as, Justine. Non, moi, on a vraiment fait tout le tour, puis c'était super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé discuter de ça avec vous. Mais avant de clore, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou un message, peut-être quelque chose... ou n'importe quoi qu'on n'a pas encore pu aborder puis que vous souhaitez nous dire avant qu'on ferme le micro. J'ai peut-être juste envie de dire aux ergothérapeutes, aux futurs ergothérapeutes, que l'ergothérapie, vous avez fait un bon choix. L'ergothérapie, c'est un domaine magnifique parce que on peut vraiment faire la différence dans le quotidien des gens. Et on peut aussi aller vers toutes les clientèles possibles et impossibles. Alors, du néonatal au palliatif, santé physique, santé mentale, il n'y a pas de limite au niveau de la clientèle. Et oui, c'est une belle profession. Vous avez fait un beau choix.
Avec votre parcours, vous pourriez même dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Oui, tout à fait. Absolument, absolument. Mais sur ce, on vous remercie beaucoup, Julie, pour votre participation. Puis, comme à chaque fois, j'ai beaucoup appris. Fait que merci beaucoup. Merci Ça beaucoup. m'a fait plaisir. Merci à vous deux. Au revoir.